Voilà, je dis bonsoir à tous, chacun de l'autre côté de son écran. Mais bon, c'est ces écrans qui nous permettent de nous joindre. Et donc, je tiens à vous remercier de votre participation à ces rencontres de l'atelier des horizons possibles. Alors, ces rencontres, elles sont aussi disponibles en ligne sur la chaîne de l'atelier, mais je trouve que comme il est aussi important d'aller visiter les bâtiments, il est aussi important de pouvoir échanger, poser des questions, mieux comprendre les travaux à la fois des architectes, mais aussi des architectes chercheurs, comme des architectes praticiens. Et donc, c'est une opportunité dont on a un peu plus pris l'habitude avec le Covid, mais c'est une belle opportunité que ces rencontres. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont accepté nos invitations pour pouvoir partager ces moments avec un temps de présentation, puis après la possibilité de poser ces questions dont je ferai la synthèse pour pouvoir les poser à Bénédicte Grosjean donc à la fin de sa présentation. Donc, notre atelier des horizons possibles est un enseignement de projet qui réunit les masters 1 et 2 et qui développe une forme de recherche-action, notamment en interrogeant les rôles des architectes qui souhaitent répondre aux défis de notre époque, mais aussi en investissant des territoires ruraux. Notre atelier est composé d'une équipe pluridisciplinaire qui s'inscrit dans les débats actuels sur les limites entre projet et recherche, mais peut-être aussi sur les porosités entre recherche et action. Et aujourd'hui, dans les débats, finalement, les notions de projet et de recherche sont souvent associées, souvent reliées, souvent on tisse des liens. Et c'est justement, en fait, dans cette géographie cette constellation que les formes de recherche-action s'inscrivent et peuvent offrir plusieurs opportunités. Alors, est-ce qu'on dit qu'on fait de la recherche par le projet ou est-ce qu'on fait du projet par la recherche? Est-ce que finalement, ce n'est pas intéressant de réfléchir autant dans l'action que de réfléchir sur l'action? Voilà. Et donc, dans ce mouvement, dans ces débats, Bénédicte Grosjean fait partie des personnes qui peuvent nous aider à trouver un certain nombre de repères. Elle développe activement un travail de recherche sur ces thématiques, notamment avec sa HDR, donc qu'elle a passé très récemment. Et nous avons souhaité que cette dernière rencontre du cycle nous permette de poser des repères qui sont essentiels pour toutes ces démarches et qui soient aussi finalement une manière de poser les différentes notions auxquelles on fait appel et la manière dont on les juxtapose ou dont on les relie. Et c'est Bénédicte Grosjean qui aura cette tâche-là et je sais qu'elle va très bien la quitter. Donc Bénédicte Grosjean est ingénieure architecte, elle est aussi enseignante-chercheur, elle est à l'opposé de Marseille à l'école d'architecture de Lille et elle est chercheure au laboratoire LACT et associée au laboratoire IPROS de l'UMR Auxerre. Elle est donc aussi chargée de cours à la faculté d'architecture de l'université de Louvain sur le site de Tournai. Donc elle traverse la frontière, voilà, régulièrement. Et ça aussi, tout à l'heure je parlais de frontières, mais de porosité, de limites. Ce qui est intéressant avec les architectes, c'est qu'on travaille à la fois sur les notions, mais aussi dans l'espace. Et, et c'est une des particularités, on va voir, du travail aussi de Bénédicte Grosjean. Elle a donc une formation d'ingénieur civil architecte à l'école polytechnique de Louvain. Elle a également un DEA en projet urbain, théorie et dispositif de l'ENSA de Paris-Belleville.
En 2007, elle a donc été docteure en architecture, urbanisme et aménagement du territoire, euh, à la fois à l'Université de Louvain et l'Université de Paris. Elle est grand prix de la thèse sur la ville en 2008 et donc en 2019, elle a réalisé son habilitation à diriger les recherches. Le titre de la rencontre de ce soir est donc Recherche-action et penser par le faire. Alors voici les 3 questions qui sont posées. Comment définir aujourd'hui les liens possibles entre recherche-action et urbanisme? Comment les resituer dans le cadre de la recherche par le projet? Et finalement aussi, ce qui est important pour nous sont les liens avec la pédagogie. Quelles peuvent être les relations entre recherche-action et pédagogie? Voilà, donc avant de lui laisser la parole, à nouveau, je vous précise que vous pouvez vous poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat, sur le fil de discussion, et que j'en ferai la synthèse à la fin de la présentation, dans une petite heure environ. Voilà, je laisse donc la parole à Bénédicte Grosjean et je la remercie à nouveau d'avoir accepté le challenge de nos rencontres et aussi de répondre aux questions qu'on lui pose parce que c'était ça le principe des rencontres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'abord pour cette invitation à ce cycle donc, de rencontres et de conférences qui, à vrai dire, a déjà été très, très, très riche. Et donc, oui, l'idée, c'est que alors j'ai pas mis... Je vais peut-être mettre plein écran carrément. Comme ça, c'est bien? Ça va, vous voyez le partage d'écran? C'est parfait. Ok. Et il y a les petites photos dans le coin. Voilà, votre cycle de rencontre, donc avec des mots-clés, hein, projet, recherche, territoire, qui du coup effectivement parlent ou font tout de suite lien pour moi avec ce que j'ai travaillé dans le cadre effectivement de l'habilitation à diriger des recherches. Dont je vous présente tout de suite le plan de ce mémoire original. Donc, effectivement, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est une partie de cette réflexion que j'ai produite à ce moment-là et qui est donc dans une première partie qui concerne des méthodes. Et donc, en particulier, en parlant avec Florence, on s'est dit que les 2 points qui étaient plus à développer seraient donc ces 2-là, la recherche-action et penser par le faire. Donc, c'est une partie méthodologique, je disais, qui ensuite, dans une deuxième approche que j'ai essayé d'appliquer à une étude de cas qui concerne le territoire transfrontalier, et enfin, une dernière partie qui finalement croise les 2. Donc voilà, ça s'inscrit dans cette réflexion sur les rapports entre la recherche et le projet, donc je vais développer de différentes manières. Et on pourrait dire même peut-être encore plus globalement, ce que je vous présente ici, c'est le premier volume que vous connaissez peut-être, les consignes de l'HDR, où il faut aussi présenter son parcours scientifique. Et ceci pour montrer que c'est en réalité une question qui m'habite, qui me préoccupe depuis assez longtemps. Donc, il y a eu cette formation assez rigoureuse à l'architecture. J'étais chez Snodzy, par exemple. Et puis, j'ai eu une formation aussi assez rigoureuse à la recherche avec le DEA à Belleville dans les années 90. Et en fait, cette question des rapports entre les deux, mais j'avais déjà commencé à la travailler en thèse aussi, en réfléchissant en fait à ce que pouvaient être des outils de l'architecte pour produire une forme de connaissance que ne feraient pas les autres disciplines. Je me demandais qu'est-ce que moi, en tant qu'architecte qui regarde un certain type de territoire, un certain type de théorie, qu'est-ce que j'apporte que
ne pourrait pas finalement dire ou trouver ou mettre en évidence un historien, un sociologue, un économiste. Voilà, donc ça c'est une question que j'avais depuis longtemps, mais quand je disais outil de l'architecte, je ne parlais pas du projet, je ne parlais pas de cette démarche de projet, c'était d'autres choses, la cartographie, enfin, des tas de savoir-faire finalement qui permettaient de construire des sources originales et qui produisaient du coup d'autres formes de connaissances. Donc cette question du projet et son articulation avec la recherche, je l'ai vraiment prise à bras le corps à cette occasion en fait avec l'HDR. Et du coup aussi dans l'atelier de territoire donc, que j'encadre en master à Lille. Il y a aussi cette réflexion, vous allez voir, méthodologique, j'en parlerai dans une toute dernière partie. Donc voilà ce que j'ai prévu donc pour aujourd'hui. Donc je voudrais commencer quand même par une première partie que j'espère pas trop longue, mais qui permet de poser en fait une sorte de cadre avec des notions préalables et qui sont du coup les mots que j'utilise, enfin, comme beaucoup d'autres, mais pour savoir dans quel sens finalement j'utilise le mot recherche et quand je dis théorie, qu'est-ce que je veux dire et connaissance et savoir. Voilà, je préfère quand même passer un petit moment dans une première partie pour bien poser ces notions afin que la suite soit explicite et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on va dire, dans les mots après. Voilà. Ensuite, il y a la partie principale donc, sur laquelle Florence voulait que j'intervienne. Donc, ce que je vais essayer de montrer dans cette deuxième partie, c'est une hypothèse de travail en fait, que j'ai développée. C'est l'idée qu'on peut trouver des parallèles entre des évolutions qui ont eu lieu dans le monde scientifique au XXe siècle et donc on peut trouver des parallèles entre ça et des évolutions aussi dans la pratique du projet. Donc voilà, je voudrais dans cette deuxième partie travailler, on va dire, en parallèle avec des sortes d'analogies entre recherche, science et projet. Et puis, dans une dernière partie, là, je montrerai finalement ma position, ce à quoi moi j'ai abouti comme vision sur les relations entre recherche et projet. Et donc, je vais développer là l'idée qu'il y a une série d'opérations qui sont communes. Je vais essayer de montrer ça, même si on les utilise pour des objectifs, des visées différentes. Voilà le cadre donc, de ce que je me propose de présenter. Alors, bon, le point de départ, je dirais, de cette réflexion globale, c'est une sorte de constat, d'une observation. Alors que dans les années 90, donc, que je disais quand j'ai fait sa formation à l'architecture et puis la formation à la recherche, les démarches en fait étaient très cloisonnées, étaient très étanches. Eh bien, il y a eu ensuite 10 ans, 15 ans après, et en fait plutôt dans le monde anglo-saxon, au contraire une forme d'hybridation, une forme de brouillage même des choses et finalement de réflexion assez prolifique, assez foisonnante sur cette question des relations entre les deux et en particulier autour d'une appellation donc, que j'ai mis ici en anglais, Research by Design, parce que je pense quand même que c'était assez prépondérant d'abord dans la littérature et le monde anglo-saxon. Et ça se faisait, ça s'observait à la fois dans le milieu plus académique, je dirais, donc qui s'interrogeait sur les modalités de recherche et comment, et aussi dans le monde des concepteurs, pour produire des connaissances, produire de la recherche. Mais aussi, c'était assez foisonnant, de plus en plus présent, je dirais, sur les sites internet et dans les pratiques des agences, des concepteurs. J'ai mis ici un exemple à Bruxelles, mais il y en a évidemment énormément d'autres où on voit qu'une même équipe, avec sans doute évidemment beaucoup de compétences chez une personne et chez plusieurs personnes à la fois, mais avec ce collectif finalement qui produisent donc du projet urbain, qui produisent des études urbaines pour une ville, mais aussi qui répondent à des appels d'offres de recherche avec une université. Et il y a des appels d'offres de recherche qui s'appellent Research by Design, par exemple en Flandre, à Bruxelles.
ou qui produisent des réflexions théoriques, ici comme une réflexion qu'ils ont faite pour le pavillon de la Biennale à Venise. Et donc tout ça de manière assez protéiforme, avec des expositions, avec des publications, etc. Donc voilà, il y a une sorte de constat qui serait un peu mon point de départ, c'est ce foisonnement et qui du coup appelait pour moi à essayer de mieux structurer, de comprendre en fait ce champ très large dans lequel il y avait finalement énormément de choses. Alors donc je démarre maintenant une première, disons, un premier élément de cadrage, c'est l'identification du coup de ces deux mouvements ou de ces deux approches dont a parlé Florence déjà en introduction. Et en fait, je dirais qu'on en a vraiment pris conscience quand on a organisé un séminaire en 2016 avec le groupe VTP, Ville, Territoire, Paysage, donc un groupe d'enseignants inter-écoles. Et donc, on avait invité toute une série d'intervenants à venir présenter ce qu'ils appelaient leur pratique qu'ils appelaient recherche par le projet ou research by design. Il y avait aussi des Italiens, il n'y avait pas que des Français. Ça a permis de voir que, en fait, il y avait quand même deux courants qui avaient lieu en parallèle. D'un côté, une évolution dans la pratique, une évolution en fait plutôt dans la recherche qui va se nourrir de méthodes, d'outils qui viennent du projet. Et en parallèle, il y avait aussi une évolution dans un objectif de projet, de transformer le réel, mais qui s'inspire et qui essaye d'intégrer des approches, des outils qui viennent de la recherche. Et donc, en tout cas, je me suis dit qu'il y avait déjà en fait finalement une forme d'ambiguïté qui venait tout simplement des mots, parce que tant recherche que projet peuvent en réalité se comprendre, je dirais, dans deux sens. Le projet, c'est à la fois une pratique, un processus, mais c'est aussi finalement, on appelle aussi projet le résultat. On va montrer sa maquette en disant mon projet, ou son chantier, ou son bâtiment réalisé, on va dire mon projet. Et il y a un peu la même chose dans la recherche aussi. On utilise le même mot pour décrire une méthode et pour parler des résultats de cette méthode. Donc voilà, je pense qu'il y a une ambiguïté là et qui demandait du coup à avoir une clarification sur les définitions. Ça correspond aussi à des contextes, je pense. Ce sont deux mutations qui ont lieu dans des contextes finalement assez différents et pour des raisons peut-être assez différentes. Je développe peu, mais il y a une mutation, je pense, dans la pratique du projet. Ça, je vais revenir dessus, où on remet en question, par exemple, l'expert et donc la position un peu surplombante, par exemple, de l'architecte moderne. Et puis, il y a une mutation aussi dans le monde scientifique qui est, par exemple, sollicité par la société sur des controverses, typiquement médicales, comme on a eu récemment. Et puis, une société, je dirais un peu plus globalement, où il y a une sorte d'injonction à être en mode projet et avec une sorte de réorganisation du management, avec cette une forme de production, d'organisation par le projet. Donc, je crois que c'est quand même deux contextes dans lesquels il y a ces mutations qui sont en cours. Voilà, donc d'abord, clarifier un petit peu cette confusion de deux évolutions en fait, qui ont lieu l'une à côté de l'autre. Et du coup, pour pouvoir avancer, ça m'amène à devoir finalement me doter de définitions qui peuvent donc être utiles ensuite pour se positionner. Donc pour cette définition de la recherche en particulier, j'ai travaillé finalement avec une approche définie par Jean-Pierre Chupin, qui m'a semblé particulièrement utile, opératoire. Donc c'est quelqu'un qui a proposé ce qu'il appelle le compas des thèses et qui donc situe des démarches suivant, donc dans une sorte de plan, suivant deux axes, que j'interprète moi comme étant un axe où les visées, les objectifs peuvent varier et où il y a également différents types de méthodes. Par exemple, il va faire varier, dans le cas de Jean-Pierre Chupin, ce qui est de l'ordre de la théorie. C'est un mot pour lui qui peut recouvrir énormément de choses.
Il y a des théories de forme doctrine, typiquement dans ce pôle, par exemple, il va mettre vers une architecture de Le Corbusier, donc avec une visée plutôt prescriptive. Et à l'autre extrême, il va mettre un travail, une recherche comme celle de Rem Koolhaas, le manifeste rétroactif. Donc c'est une autre forme de théorie qui est plutôt explicative, interprétative. En termes de méthode, il va avoir d'un côté les méthodes plutôt historiques, de l'autre côté les méthodes de démonstration scientifique. Voilà, donc beaucoup de choses varient. Par contre, ce qui reste, on va dire, constant et dans une définition assez courte et simple, c'est voilà, la recherche, c'est ce qui renouvelle la théorie. Donc là, il y a quelque chose de strict, de court. Par contre, il y a un champ qui s'ouvre en termes de méthode et il y a un champ qui s'ouvre en termes de visée théorique avec ce renouvellement de la recherche. Et voilà, je signale au passage, donc ce mot renouveler est intéressant parce que il fonctionne à la fois s'il s'agit, si les résultats finalement confirment une théorie, et à la fois renouveler peut être également faire évoluer cette même théorie. Donc cela ne préjuge pas d'un résultat qui serait positif ou négatif. Et puis ça évoque aussi, bon, c'est des mots peut-être un peu plus précis, mais Karl Popper, il parle de réfuter la théorie ou de corroborer la théorie. Et donc, voilà, c'est toutes ces possibilités-là qui sont, je trouve, bien recouvertes avec ce mot de renouveler la théorie. Voilà pour les définitions. Il reste une troisième différence, une troisième distinction qui me semble importante encore de bien préciser dans cette première partie et pour du coup aborder avec les mêmes mots, on va dire, la suite. C'est donc cette différence entre d'un côté la production de connaissances et de l'autre côté la construction des savoirs. Pour expliquer en fait ça de manière assez simple, je trouve qu'il y a c'est intéressant de s'appuyer sur un petit article de Bruno Latour dans un de ses plus petits livres aussi, Petite leçon des sociologies des sciences, où il raconte en fait, c'est un récit, le récit d'une expérience scientifique qu'il va suivre lui-même en tant que sociologue des sciences, et il va décrire en fait la démarche des équipes scientifiques. Et donc, l'histoire, c'est qu'il y a deux équipes scientifiques, il y a des botanistes d'un côté et des pédologues de l'autre. Donc les uns s'occupent des plantes, des arbres, et les autres de l'analyse des sols. Et il y a en fait une controverse entre les deux équipes à propos de la lisière de la forêt au Brésil. Donc il y a d'un côté la savane, puis il y a la forêt, et il y a une lisière. Et selon les uns, la théorie des uns, la lisière devrait se déplacer, on va dire, vers la forêt, donc en gros la forêt recule, et pour les autres, selon leur théorie, elle devrait se déplacer dans l'autre sens. Et donc ils montent une expédition scientifique sur le terrain pour répondre en fait et dépasser cette controverse. Et voilà. Et donc et Bruno Latour lui décrit en fait toute la démarche, et ça part de l'immersion des chercheurs dans le terrain qui sont un peu perdus au début, hein, forcément c'est la forêt vierge, il y a une vraie complexité là du réel, et puis progressivement ils construisent des dispositifs, ils numérotent les arbres, ils vont piqueter le terrain, ils vont quadriller une zone. Il y a des dispositifs qui sont construits pour finalement appréhender cette complexité, la rendre travaillable, appréhendable, manipulable, et arriver progressivement à la transformer. Alors c'est ce qu'ils appellent des traductions successives, pour qu'elle arrive dans un lieu qui s'appellerait le laboratoire, même si là, en l'occurrence, c'est l'arrière-cuisine d'un restaurant, mais qui est un laboratoire au sens où on a extrait des données, on a extrait des éléments qui viennent, des échantillons en fait, qui viennent du terrain, qui représentent le terrain, et qui permettent de travailler dessus, qui permettent de faire des tests, d'évaluer en fait des hypothèses qui viennent de la démarche théorique. Et donc c'est ce qu'on voit là au milieu. Il y a un dispositif que je trouve très clair, qui est cette grille en fait, ou qui est un tableau un peu à double entrée,
qui permet de comparer très scientifiquement les différents échantillons et qui en même temps correspondent toujours à des lieux sur le vrai terrain. Donc, il reste tout à fait représentatif du terrain, mais c'est une sorte d'intermédiaire. Et voilà, à partir de cette étape-là, il y a moyen d'analyser ces connaissances, de ces données, d'en produire des connaissances, et puis, à partir de là, de les réinjecter par rapport aux théories connues, et du coup de répondre à leurs questions, et éventuellement de renouveler les théories des uns, ou de corroborer, conforter les théories des autres. Je schématise pour ma part, bon, je ne sais pas si c'est peut-être un peu too much, mais je pense que je vais le réutiliser après. Voilà, je le schématise comme ça. Donc, l'idée qu'il y a une production de connaissances qui est nécessaire pour répondre en fait à un questionnement, une problématique qui, lui, est né dans le cadre d'un champ théorique, dans le cadre d'un état des savoirs, une tension dans un état des savoirs, et qui implique du coup de construire ce dispositif où il y a une cohérence entre l'hypothèse qu'on veut tester. Ça implique un certain type de matériaux qu'on va collecter sur un terrain qui doit être pertinent, des outils de collecte, et puis une manière de les analyser qui permet du coup de répondre à l'hypothèse et éventuellement donc de revenir dans le champ théorique et de renouveler du coup les savoirs. Voilà, ça c'est, on va dire, la méthode scientifique la plus classique, celle qui est enseignée de manière assez basique, qu'on appelle hypothético-déductive. Et évidemment, il y a d'autres types de méthodes, voilà, des méthodes en particulier plus inductives, qui partent plus du terrain, où la tension qui pose question apparaît ici, entre le terrain plutôt et le champ théorique. Bon, il y a plusieurs manières de jouer avec les flèches et de construire la démarche. Mais je pense que ça permet quand même de situer bien ces deux moments et ces deux démarches finalement tout à fait complémentaires. Et enfin, dernier élément que je voulais poser dans ce premier cadrage, c'est cet ouvrage de Paola Vigano qui a quand même, donc il y a une dizaine d'années maintenant, agité un peu on va dire, le monde de la recherche en architecture, en urbanisme, avec ce sous-titre, le projet comme producteur de connaissances. Et donc, je le situe évidemment pour ma part à cet endroit-ci. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles je vais revenir dans la dernière partie. Donc, Vigano identifie 3 opérations. Et donc, ça, c'est sa thèse. Il y a des opérations de projet qui produisent de la connaissance. Et donc, ce qu'elle montre dans l'ouvrage, c'est vraiment comment, dans sa pratique de projet à elle et avec son agence studio, il y a des opérations, des types d'opérations, les 3 ici: conceptualisation, description, scénario, avec sa définition sur laquelle je reviendrai. Ces opérations-là, c'est ce qu'elle utilise pour faire du projet, et cela produit de la connaissance. Et ça alterne en fait de manière assez riche dans le livre avec d'autres parties où elle resitue en fait avec beaucoup d'érudition ces connaissances produites dans le champ, dans des champs théoriques beaucoup plus larges et beaucoup plus généraux. Voilà, je pense avoir ainsi posé un peu le cadre de tout ce que j'utilise par la suite. Voilà, donc je vais démarrer du coup cette deuxième partie, et donc il y a la partie centrale. Je disais en introduction, donc l'idée ici, ça part d'une hypothèse de travail en fait que j'essaye de démontrer. C'est le fait donc qu'il y a ces parallèles entre des évolutions qui ont eu lieu au XXe siècle dans la démarche scientifique, dans l'épistémologie en fait scientifique, et en parallèle des nouvelles manières de faire le projet qui se sont développées en parallèle, avec une sorte d'évolution, on pourrait dire, des mentalités, je pense, communes, qui font que c'est difficile de dire lequel a provoqué l'autre, ou quel est le degré de causalité, cause-conséquence, mais en tout cas, ce que j'établis, c'est qu'il y a des parallèles, des analogies, sans vouloir décider finalement. Enfin, dans certains cas, c'est sans doute une influence dans un sens, et dans d'autres, l'influence inverse. Alors, pour parler de ce parallèle, de cette analogie entre les deux,
Je commence avec un point de départ où je pense, là, l'analogie on peut partir de là parce que l'analogie est assez claire, je crois, assez évidente. C'est-à-dire qu'au XXe siècle en particulier, la pensée moderne en architecture et aussi en urbanisme, l'urbanisme moderne, se sont explicitement calqués sur la science. Et une forme de science, disons, surtout déductive, qui va donc élaborer des lois et en déduire des hypothèses qu'on va ensuite tester sur des terrains, et qui a pour caractéristique cette science qu'on a aussi appelée la rationalité scientifique du début du XXe siècle. Elle a pour caractéristique l'idée de que l'objectivité du chercheur, dont on a besoin de cette objectivité pour donner évidemment valeur à ces observations, elles ne sont pas subjectives, mais que cette objectivité, elle vient d'une position neutre, extérieure, par rapport au terrain. Et c'est ça qui lui donne son objectivité. Neutre, extérieure, voire surplombante. J'aime bien cette image de ces pasteurs qui est donc penché sur les bactéries qu'il est en train d'analyser, de regarder. Et il n'y a dans son esprit, évidemment, aucune influence de lui-même sur les bactéries qu'il est en train de regarder. Les bactéries sont tout à fait autonomes, il ne se doute pas qu'il y a un scientifique en train de les observer. Et donc, je disais, le projet moderne, eh bien, il y a la démarche de projet moderne est assez explicitement, je pense, calquée là-dessus. Vous avez du coup pu lire cette petite citation de Le Corbusier qui se compare lui-même à un praticien dans son laboratoire qui évite tous les cas d'espèce, donc les cas particuliers, qui va éloigner les accidents et qui se donne un terrain idéal. Donc, il va concevoir un modèle avec un raisonnement pur, donc déductif, et trouver des règles ensuite qu'on peut appliquer et qui vont permettre de résoudre les cas d'espèce. Voilà. Et donc, il parle de démonstration, de raisonnement, de déduction. On peut donc entendre dans ce projet moderne cette même dissociation entre le sujet et l'objet. Il y a un terrain sur lequel on travaille. Ici, la région parisienne en 58, c'est un terrain qu'on analyse objectivement, qui attend en fait le projet du concepteur, qui est une forme de passivité. C'est une chose, c'est un objet. Donc on part en fait dans les deux cas de cette même situation, je pense particulièrement analogue. Alors, maintenant je vais décrire des évolutions par rapport à ce point de départ analogue, et donc je vais chaque fois essayer d'alterner, j'espère ne pas vous perdre, des évolutions dans le monde scientifique, et puis à chaque fois des modalités que ça a pu avoir comme analogie dans le monde du projet. Donc, première évolution dans le contexte scientifique. On peut dire que depuis quelques décennies, il y a quand même une bonne partie des scientifiques qui remettent en fait en question ce principe sacro-saint du chercheur, sujet, etc., qui travaille sur un objet complètement inerte et passif. Et on peut dire que, je prends là l'exemple de Claude Lévi-Strauss, parce que c'est assez clair dans cette situation-là. Quand il arrive dans les tribus indiennes qu'il va étudier, ou les villages indiens, les Bororos ou d'autres sur lesquels il va travailler dans les années 60, il arrive avec des outils, il arrive avec ses habits, avec des tas de choses inconnues. C'est impossible pour lui de dire, comme Pasteur avec ses bactéries, ne tenez pas compte de ma présence, faites comme si je n'étais pas là, et d'imaginer qu'il n'y a aucune influence de la présence du chercheur sur le terrain qu'il est en train d'analyser. Donc voilà, je pense qu'il y a une première quand même révolution scientifique à ce XXe siècle, c'est la prise de conscience que certaines recherches, oui, modifient le terrain sur lequel elles ont lieu, et que donc elles sont une forme d'action, ces recherches, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui agit sur le terrain. Après, en outre, Bruno Latour, dans La science en action, par exemple, a montré que aussi le terrain peut modifier le chercheur. Il analyse ça dans le contexte scientifique américain, mais il montre bien comment d'être dans tel laboratoire de recherche, publié dans telle revue, sur tel sujet sur lequel il y a une concurrence entre labos, etc.,
eh bien, on ne va pas raconter la même chose dans un cas, dans un autre cas. Et donc, il montre que le contexte, eh bien, joue aussi une influence, joue un rôle dans la production de connaissances. Les connaissances deviennent finalement situées. Et voilà, c'est ce qu'on peut appeler en science, en tout cas, le constructivisme. C'est donc l'idée que chaque connaissance scientifique est en réalité construite dans un certain contexte. Elle est validée par des raisonnements, par des critères logiques, mais surtout, elle doit être réfutable. Et pour ça, ce qui devient capital, du coup, c'est d'expliciter à chaque fois la méthode qu'on utilise. Il faut finalement donner au suivant tout l'échafaudage qu'on a utilisé pour construire la connaissance qu'on est en train de proposer, de produire. On donne ses sources, on donne ses données, ses variables, son protocole de travail. Voilà, un article scientifique contient tout ce que j'appelle l'échafaudage qui permet de comprendre comment, en gros, les choses ont été élaborées. Et donc, en faisant ça, eh bien, on donne aux autres, à ses pairs, aux autres chercheurs, on donne toute la matière nécessaire pour qu'on puisse réfuter, le cas échéant, ce qui a été produit comme connaissance. On donne la possibilité de reproduire les conditions de reproductibilité, et on peut du coup faire varier certaines données de départ, un terrain, on fait varier voilà, différents critères, différents leviers. On obtient d'autres choses et c'est comme ça que le savoir, le champ des savoirs se construit progressivement. Voilà, donc ça c'est vraiment une transformation en fait de ce qu'est l'objectivité dans le cadre de la recherche. Alors en projet, parallèle, bon, je pense que là c'est un peu évident. Ce qu'on peut relever, c'est dans toutes les démarches de projet qui sont récentes, c'est la question de l'importance, je dirais, du terrain. C'est le parallèle que je fais avec l'évolution précédente. Il y a quelque chose sur le in situ, le local, qui devient valorisé. Et ouais, un peu de deux manières. J'ai développé cette idée-là dans un article, à la fois par l'immersion du concepteur dans le terrain, qui a certains effets, et à la fois l'émergence du projet à partir du terrain. Pour moi, c'est quand même deux choses intéressantes à relever de manière un peu complémentaire. Dans le premier cas, donc, le territoire, du coup, devient une sorte de milieu dans lequel le concepteur va aller vivre, je ne sais pas, quelques jours dans le cas des étudiants, aller venir plusieurs fois dans le cas de concepteurs, mais aussi il va en résulter par exemple une forme d'engagement, une forme de devoir donner de soi-même dans ce terrain où ça va aussi valoriser les prises de position par rapport à la posture complètement neutre ou objective. Au contraire, dans ces démarches-là, on va valoriser la prise de position. Et puis aussi, donc, le projet se conçoit donc sur le terrain, mais avec le terrain, presque avec toute forme de, on pourrait dire, matériaux trouvés au sens un peu large, qui peuvent être des choses comme presque un peu physiques, des matériaux, je ne sais pas, le réemploi de lieux, le réemploi de matériaux, ou aussi une forme d'urbanisme descriptif qui va faire émerger des invariants, émerger des caractéristiques qui viennent du lieu lui-même, ou même évidemment la construction du projet avec les habitants, aussi donc, ce qui est là, ce qui est déjà là, ce qui est sur place. Voilà, donc c'est vraiment des matériaux locaux, enfin au sens large, hein, si on peut parler de matériaux pour les habitants, mais des matériaux locaux qui finalement vont être une forme de garantie que le projet sera adéquat pour ce lieu, pour ce milieu, et aussi qu'il aura une forme d'unicité, quelque chose de sur-mesure pour ce lieu. Et ça, de nouveau, hein, on l'entend, c'est tout à fait déjà opposé à ce qu'on avait dans la démarche moderne, la pensée moderne, où, à l'inverse, on allait concevoir un modèle type avec toutes les bonnes caractéristiques qu'on allait pouvoir décliner un petit peu partout. Donc voilà, en projet aussi, c'est une évolution déjà assez majeure. Alors, deuxième évolution, qui est vraiment dans la suite des travaux de Bruno Latour, mais je pense que c'est intéressant de l'identifier aussi, c'est
ce qui a en fait fondé la crise de l'expertise scientifique, bon, voilà, qui avait été développée assez tôt, déjà dans les années 80 par Ulrich Beck. Ici, donc, il parle d'une tendance à l'égalisation entre l'expert et le profane, qui vient des travaux même scientifiques, de la méthodologie scientifique, et peut-être plus précisément Michel Calon, qui définit cette idée des forums hybrides, des lieux où interagissent en fait ce qu'il appelle les savoirs profanes et experts. Voilà, typiquement des malades et des chercheurs en médecine qui vont partager les opérations, leurs observations, et qui vont mutuellement se faire avancer chacun leur connaissance. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a pour lui aussi une crise donc de l'expertise, mais aussi de la recherche uniquement en laboratoire, ce qu'il appelle la recherche confinée, où on a finalement une forme de simplification des paramètres. Au contraire, il dit qu'il faut aussi l'associer, pas l'un ou l'autre, mais associer les deux, ce qu'il appelle la recherche de plein air, et qui finalement confronte la recherche aux questions de la société, aux problématiques de la société, et qui fait qu'ils vont travailler sur certaines questions qui sont nécessaires à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je parle à ce moment-là de science pour l'action, parce que c'est comment organiser la production scientifique pour répondre à des problématiques ou des controverses qui sont là, ou des polémiques qui sont inscrites dans la politique, dans les débats de société. Alors là, je pense de nouveau le parallèle avec le projet est assez facile à faire. Ce qu'il appelle la recherche de plein air, je pense que dans notre domaine, on appelle ça la forme de reconnaissance de l'expertise d'usage, à côté de cette expertise scientifique qui est critiquée si elle est toute seule. Et donc voilà, il y a évidemment toutes ces démarches avec tous les degrés un peu qu'on connaît de la concertation, où on présente finalement un projet qui est déjà constitué, passant par la délibération, où on prend la décision tous ensemble, où voilà, en particulier un exemple, les contrats de quartier à Bruxelles, où il y a des habitants ici en grand nombre à la table des décisions qui se prennent, ou alors la co-conception, où le projet n'existe pas au préalable et c'est la démarche collaborative qui va créer le projet. Donc, je pense qu'on connaît tous assez bien ce type de dispositif. Et donc, j'en arrive à la science, dans les sciences sociales, à cette question de la recherche-action. Donc, pour moi, c'est encore une troisième évolution dans toutes ces modifications progressives par rapport à le rationalisme scientifique du début. Donc, c'est une troisième évolution dans ce que je présente. Je signale quand même, ce n'est pas chronologiquement que la recherche-action viendrait après les autres. Au contraire, j'ai mis ici une source Internet qui développe assez bien, présente de manière très claire, je trouve, à la fois d'où vient ce mouvement de la recherche-action, et donc qui plonge ses racines chez Frédéric Leplay, John Dewey, donc tournant 19e, 20e siècle, et qui illustre assez bien aussi, je trouve, le foisonnement de pratiques qu'il y a aujourd'hui qui se dénomment, qui se réclament de la recherche-action. Mais disons, ce qui fait le tronc, ce qui fait le commun entre toutes ces démarches, et donc ce qui me semble une troisième évolution, c'est que donc, dans la recherche-action, évidemment, on reconnaît qu'on n'est pas neutre par rapport à son terrain, on assume que la recherche va changer le terrain, mais ça va même plus loin que ça, c'est même un objectif de la recherche, de transformer le terrain. Donc, vous voyez comment on est arrivé loin par rapport aux chercheurs neutres et objectifs par rapport à son terrain. Maintenant, dans cette approche-là, il faut que la recherche serve aux personnes concernées par la recherche, par l'enquête. C'est une sorte de posture où on se dit, mais Lévi-Strauss, il a beaucoup appris, il a beaucoup reçu finalement de ce terrain, de ces villages indiens, mais qu'est-ce que lui, il a apporté? Qu'est-ce que le village indien a reçu en retour de la présence d'un chercheur parmi eux? Donc c'est une sociologie, on va dire, très, très engagée, qui se dénomme aussi impliquée,
et qui va travailler, disons, sur la pauvreté, l'illettrisme, des questions de genre. Tout ça en se disant, ça ne sert à rien uniquement de l'analyser si la recherche ne change rien à cette situation sur laquelle on travaille. Voilà, donc il y a un effort en fait chez ces chercheurs de contribuer à une forme d'émancipation ou empowerment, on dit plutôt aujourd'hui, des personnes sur qui et avec qui ils travaillent, avec l'idée qu'ils vont eux-mêmes produire leurs propres connaissances. Donc c'est le terrain qui se construit ces connaissances, en plus du chercheur, ou en parallèle. Donc la recherche-action, dans sa théorie, en fait, reconnaît et même souhaite qu'il y ait plusieurs effets de l'action de recherche menée. Production de connaissances et une forme de contribution aussi donc, que peuvent en retirer les sujets de la recherche. Donc il y a des imbrications d'objectifs différents dans une même démarche. Et donc ce qui caractérise pour moi très fortement et qui est très, très impressionnant du coup dans la recherche-action, ce sont les dispositifs de méthode qu'ils vont élaborer, vraiment je dirais sophistiqués, d'une très grande rigueur, parce qu'ils doivent en permanence en fait alterner l'évaluation des résultats, évaluer les hypothèses, avoir une réflexivité critique sur eux-mêmes, enfin, non seulement sur la démarche, on va dire, mais aussi sur leur propre position dans ce dispositif, sur l'idéologie qu'ils sont en train de transmettre. Donc ça demande énormément, on va dire, de recul et de capacité à la fois de s'immerger dans le processus et à la fois de s'analyser et analyser sa démarche et ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc ça, recherche-action, on va dire, dans le monde scientifique, qui est un vrai bouleversement, donc vous l'entendez. Et alors, dans le monde du projet, je dois dire, j'ai identifié plutôt deux familles de démarches qu'on pourrait mettre en parallèle. Il y a certaines situations où le projet, du coup, remplace le mot recherche et joue le rôle de la recherche, et d'autres que je montrerai après, où le mot projet est plutôt l'action, remplace plutôt le mot action dans le binôme. Donc pour le premier cas, j'ai pris un exemple de collectif lillois, mais il y en a beaucoup qui évidemment aujourd'hui qui travaillent comme ça. Donc dans le premier cas, finalement, ça décrit une situation de projet, processus qui se fait par l'action, où les concepteurs sont en mode participatif, où ils vont voilà, concevoir le programme, construire les lieux avec les habitants, mais ils vont aussi prendre en charge une formation, par exemple, des usagers. Ils vont aussi travailler sur les modes de gestion, une fois qu'eux, ils seront partis. Et donc, voilà, c'est le projet lui-même qui a cette fonction, on pourrait dire, politique ou sociétale, et qui vise ces enjeux de empowerment des personnes qui sont concernées par le projet. Et puis, je disais, il y a une autre approche, je pense, de recherche-action en urbanisme. Et là, j'ai pris l'exemple des travaux de Jodel Zetlaoui. Je trouve qu'elle est très, très claire là-dessus, très explicite. Où finalement, il s'agit de recherche-action, telle que je l'ai décrite dans le monde scientifique. Simplement, l'action, en l'occurrence, c'est un projet urbain. Et donc, voilà, par exemple, Jodel Zetlaoui, elle fait de la recherche à partir de son expérience et de sa propre implication dans des démarches de projets urbains. Ce qui fait que, bon, elle montre assez bien, je trouve, avec ce schéma qui est d'elle, je devrais le dire peut-être plus clairement. Donc, elle montre qu'il y a, selon elle, donc plusieurs rapports possibles entre de plus faibles ou plus forts, de rapports très forts qu'elle peut avoir avec le projet dans certaines démarches, que du coup, on a soi-même une position un peu différente et qu'on ne va pas produire les mêmes choses non plus, on n'aura pas les mêmes résultats, on n'a pas les mêmes visées suivant la position qu'on est en train d'occuper. Donc, on produit des connaissances, voire même des savoirs. Hein. Recherche fondamentale, ici, il faudrait mettre qu'on les resitue dans le champ théorique, jusqu'à à l'autre extrême des savoir-faire qui sont mis en œuvre et qui sont peut-être aussi appropriés par le chercheur. Voilà, donc de nouveau, elle insiste beaucoup, elle aussi, sur cette vigilance épistémologique,
Donc, d'être capable, par cette réflexivité, d'être toujours en train d'identifier ce qu'on est en train de faire et d'alterner en fait différentes postures d'action, d'analyse, d'interprétation, d'évaluation, de reformulation et de vigilance critique sur ce qu'on est en train de faire. Alors, donc, en évoquant comme ça ce va-et-vient un peu entre production et critique, et recul critique, je fais le lien avec, je pense, la démarche, ce que j'appellerais la démarche même de tout projeteur, de tout concepteur, qui finalement est entre l'immersion dans son terrain sur lequel il travaille, qui va essayer de s'approprier, et puis des moments où il s'en extrait et où il essaye de produire une vision plus synthétique, une production de sens, qui va faire peut-être dans une autre position, plutôt dans l'atelier, et puis retourner tester vers le terrain, par exemple. Ce que je décris là de manière un peu intuitive, hein, c'est cette démarche de projet, de conception de tout concepteur, finalement, qui alterne aussi des postures différentes. Eh bien, ça a été analysé par, donc là, j'aborde finalement la quatrième évolution des sciences dont je voulais parler. Donc, ça a été abordé par Donald Schoen. Et ce qui est intéressant, je trouve ici, c'est que ça se passe un peu à l'inverse. C'est un chercheur qui a analysé le travail des architectes pour en théoriser des évolutions dans les sciences, dans la démarche scientifique. Donc, ce que je montre là, c'est des pages où Donald Schoen observe en fait le travail, alors pas tout à fait d'un concepteur, mais il observe le travail d'un enseignant de projet. Et il écoute le dialogue de cet enseignant de projet avec une étudiante, en l'occurrence, et il écoute comment le projet se constitue, se construit petit à petit. Donc, en passant par ce biais de l'enseignant, il a une forme de verbalisation qu'il peut du coup analyser de la démarche de projet, de comment le projet se conçoit petit à petit par aller-retour entre des moments de test d'une hypothèse et puis des moments où on se recule, on dit ouais non mais ça marche pas et ça répond pas à tels enjeux, etc. Et on retourne vers une autre hypothèse. Et donc il décrit ce va-et-vient entre les deux à partir donc du travail de la conception en architecture. Et de ça, il démontre plutôt, il met en évidence l'idée que, et donc c'est là qu'il y a un grand, de nouveau, bouleversement dans les sciences, l'idée que la pratique n'est pas uniquement une application de la théorie. Comme s'il y avait dans le cerveau de certains, on élabore la théorie et dans la main de quelqu'un d'autre, il y a une application de ces théories qu'il aurait apprises et qu'il va appliquer en pratique. Il montre, en analysant l'architecte, mais aussi d'autres praticiens, il montre comment il y a une pensée théorique, il y a une production de connaissances qui s'élabore au moment même, tout en faisant, tout en étant dans la pratique de la conception. Donc, il démontre que le faire, la pratique, produit de la connaissance. Et ça a du coup une influence dans le monde scientifique, au sens où il va y avoir une reconnaissance, on pourrait dire, de le côté exploratoire, le côté un peu manipulation, le côté un peu hasard aussi, le côté production intuitive d'hypothèses, qui va du coup qui était un peu anecdotique ou qu'on laissait un peu sous le tapis d'habitude quand on décrivait une démarche scientifique qui devait toujours avoir ses raisons. Là, on remet un peu en évidence le fait qu'il y a de l'intuition dans quelle boîte d'archives on va aller fouiller, le fait qu'on a abandonné, là, dans le cas de la pénicilline, on a abandonné des boîtes de pétri et que ça a permis de découvrir quelque chose. Il y a une manipulation des choses qui a servi à produire de la connaissance. Voilà, donc pour conclure sur cette partie, qui était donc la principale, c'est pour ça que j'insiste en fait sur l'idée de bien distinguer quand même l'action et la pratique, ou des verbes qui ont l'air proches, hein, agir, faire. En réalité, je pense que ça découle de légitimation scientifique de courants assez différents, et ça se positionne en fait, ça positionne le projet de manière assez différente dans la démarche. Dans le cas
de l'action. On va élaborer un projet comme une démarche, comme un processus qui a comme objectif, comme visée, plein d'autres choses. La production de connaissances, l'empowerment des personnes concernées qu'on va impliquer dans l'action. Alors que l'autre démarche que j'ai décrite du concepteur, qui a une forme d'engagement, mais de manipulation, je dirais plus avec un matériau, il va alterner des démarches différentes, mais dans une seule visée qui est d'arriver à la production du projet au sens transformation du réel. Il y a peut-être juste alors je ne l'ai pas mis là, mais il y a quand même des racines communes. J'ai parlé de John Dewey comme reconnu comme père fondateur de la recherche-action. John Dewey est aussi celui qui a travaillé dans la pédagogie, qui a influencé Freinet, etc., et qui donc a montré l'importance du faire dans l'apprentissage, qu'on apprend en faisant, et qui a développé cette idée-là dans la pédagogie. Donc il y a des choses communes certainement dans les racines, mais je pense que c'est important dans ce que je suis en train de décrire en termes de démarche, de montrer que le projet ne joue pas le même rôle dans les deux situations. Voilà pour cette deuxième partie. Je voulais donc terminer avec une dernière approche qui cette fois montre en fait ce que je dirais moi j'ai tiré comme positionnement et comme conclusion en fait de ces parallèles entre science et projet. Donc ce qui personnellement m'a intéressé, c'est moins l'idée que la recherche produit du projet ou le projet produirait de la recherche. C'est plutôt que finalement, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des éléments en commun dans les deux démarches. Il y a ce que j'ai appelé des modes opératoires qu'on trouve et dans une démarche de projet et dans une démarche de recherche. Et donc, selon la manière dont ils sont agencés, la manière dont on va les articuler et les mettre en série finalement, on va plutôt aboutir à de la recherche, on va avoir une visée recherche où on va plutôt avoir un objectif de transformation du réel. Mais en réalité, on manipule, on passe par, on utilise le même panel d'opérations. Bon, je l'ai aussi représenté comme ça. L'idée que ce panel d'opérations, on peut le parcourir de différentes manières et produire, je ne sais pas, une recherche en partant de la théorisation et en revenant à la théorisation, une recherche-action en tournant longtemps autour des hypothèses, l'expérimentation, de la réflexivité, etc., ou un projet en partant du terrain, passant par la description, des scénarios, etc., un travail de terrain, et finalement une production graphique. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, ce que je voulais, ce qui est ressorti pour moi comme étant le plus majeur de ces parallèles, c'est qu'il y avait en fait ces opérations communes. Et donc de ce panel, évidemment, on y retrouve les opérations que Paola Vigano avait identifiées comme étant opérations de projet produisant de la connaissance, avec cette nuance que j'ai apportée, que ce qu'elle appelle le scénario, par cette comparaison, pour ma part, je les ai plutôt séparés en deux opérations différentes, suivant d'ailleurs sa description. Pour elle, donc le scénario, c'est l'exploration des conséquences sur l'espace d'une chaîne d'hypothèses. Donc il y a bien l'idée qu'il faut d'abord poser une hypothèse, c'est le moment un peu novateur, qui s'appelle l'abduction aussi, c'est-à-dire ce qui n'est ni déduction de ce qu'on sait déjà, ni induction de ce qu'on observe, mais un moment vraiment où on produit quelque chose de neuf, une hypothèse. Et ça, c'est tant en recherche qu'en projet. Et puis, ce n'est pas le tout de poser cette hypothèse, de la lancer comme ça. Il faut ensuite soit la tester pour les chercheurs, soit, dans le cadre du projet, en déduire en fait donc ce qu'elle appelle les chaînes de conséquences qui sont en réalité plausibles une fois qu'on a posé cette hypothèse. Donc voilà, il y a pour moi du coup 4 modes opératoires qui viennent de ce travail. Et ce que je viens de vous présenter, cette évolution dans la démarche scientifique, en rajoute 5 en plus et me fait du coup aboutir à ce panel. Et donc pour finir, je pense avoir beaucoup montré comment ces outils
aboutissent à de la recherche. Je voulais du coup, dans une dernière partie, assez rapide, hein, quelques étapes, mais montrer aussi finalement rapidement comment ces outils peuvent être convoqués, utilisés, cette fois dans une démarche de projet et donc dans la démarche d'atelier que je développe à Lille en master domaine territoire. Mais je pense qu'énormément de collègues, notamment en VT, développent aussi de manière assez semblable. Donc voilà, je présente ici de manière un peu sans doute grossière parce que linéaire déjà, alors que je pense tout le monde sait que le projet se fait plutôt par des boucles et on avance plutôt en spirale, on revient en arrière, on reteste autre chose, etc. Donc bon, c'est assez simpliste ce que je mets là, mais c'est pour montrer que simplement que les mêmes outils apparaissent aussi à différents moments dans l'atelier. Donc, j'ai montré ici une première étape qui serait autour du terrain, donc, où on voit que finalement, il y a aussi cette démarche d'essayer de ramener le terrain dans l'atelier à travers des dispositifs. Qu'est-ce qu'on prend comme photo? Qu'est-ce qu'on va cartographier? Qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'on va parcourir? Donc, pour appréhender, enregistrer un réel qui est complexe, une fois que les étudiants sont sur le terrain, et progressivement le rendre manipulable, organisé, cartographié, thématisé dans ce qu'on appelle souvent un atlas, et qui est une organisation déjà de la connaissance, mais une forme d'organisation de connaissance qui a pour but de faire émerger, dans ce cas-là, ce qui fait problématique à cet endroit-là, et aussi de pouvoir s'inscrire dans une problématisation un peu plus générale, c'est-à-dire une forme, je dirais, de conceptualisation, de théorisation. Je devrais rajouter ici le carré, le rectangle théorisation et conceptualisation. Ou ensuite, une autre étape où on est plutôt dans la production, ou ce que j'appelle l'abduction, la production d'hypothèses qui sont possibles pour répondre à la problématique. Et donc, ensuite, l'élaboration des scénarios qui peuvent en découler, souvent spatiaux. Donc, et là aussi, la conceptualisation peut intervenir, la théorisation et tout le travail de recherche à travers la représentation, puisqu'on peut très bien inscrire ces hypothèses, et souvent, parfois, c'est un peu implicite, même on ne s'en rend pas toujours compte, mais il faut expliciter, je pense, les théories, les concepts dans lesquels on s'inscrit dans les hypothèses de projet qu'on est en train de travailler. Avant-dernière étape, le moment où on teste en fait à travers, on teste les hypothèses en appliquant en fait le scénario sur ce mot que moi j'utilise en atelier aussi, le mot d'échantillon. C'est-à-dire qu'on va tester le scénario proposé ou développé à partir de l'hypothèse sur certains lieux, certains points du territoire. On va transformer l'entièreté du territoire. On va le tester sur certains lieux qui sont représentatifs en fait du lieu et représentatifs de la problématique qu'on avait au début. Donc il y a un travail à faire pour identifier et justifier la pertinence de ces lieux, de ces lieux en tant qu'échantillon plausible et pertinent pour tester le scénario en question. Donc voilà, on retrouve ce parallèle de l'échantillon représentatif. Et enfin, il y a ce moment de l'évaluation assez complexe, mais donc essentiel dans la démarche scientifique, mais très présente aussi en fait dans le projet. Évidemment, quand il s'agit d'un atelier, il y a un moment où on doit passer par l'évaluation, mais je pense de toute façon, de toute démarche de projet, on est concepteur dans son bureau, dans son atelier, on est en permanence en train d'évaluer si ce qu'on est en train de dessiner correspond à des critères qu'on s'est donnés, à une problématique, à des observations qu'on a faites, à des enjeux qu'on a identifiés, etc. Donc cette question de l'évaluation de la démarche de projet, elle est là à différents niveaux. Donc, j'ai caractérisé là un petit peu deux grandes polarités. Il y a des évaluations dans ce type de démarche qui se font de manière externe, avec l'idée qu'en fait, on va confronter les résultats à ce que j'appelle le réel. Donc, ça peut être
les acteurs publics, ça peut être les habitants à travers une exposition, à travers une visite à la mairie. Et là, finalement, c'est bien le terrain, les acteurs qui vont valider, qui vont avoir le dernier mot. Et l'hypothèse sera considérée comme juste parce que les résultats auront été appréciés et validés par le terrain, par le réel extérieur. Donc, c'est ce que j'appelle la validation externe. Ou alors, mais je pense qu'il peut aussi y avoir une forme d'évaluation interne, qui peut même être faite par les pairs, c'est-à-dire les étudiants, entre eux, dans l'atelier, peuvent évaluer, je pense, la cohérence de la démarche. Est-ce que ce à quoi on est arrivé à la fin correspond à la problématique qu'il y avait au début? Est-ce que ça répond? Est-ce qu'on a l'impression que ça transforme, on va dire, le réel dans le sens qui était souhaité quand on avait mis en évidence la problématique? Et enfin, je mets encore une autre forme, je dirais, de critères qu'on peut se donner pour évaluer ou réfléchir ou avoir un peu de distance sur ces démarches. C'est est-ce que la proposition est déclinable en différents endroits? Est-ce qu'elle est reproductible? Est-ce qu'il y a une capacité à monter en généralité à partir de l'échantillon qui a été identifié? Et là, je pense qu'il faut un peu de recul, un peu d'expérience, donc une forme d'expertise en fait, et c'est peut-être plutôt celle que fait un enseignant dans l'atelier. Voilà, j'ai ainsi parcouru ce que je souhaitais vous montrer. Ça, c'est la toute dernière partie, mais c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est pour vous montrer le tableau que j'avais au début où les 9 opérations sont toutes un peu sur le même pied, avec ce panel que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, je suis un peu en train de travailler maintenant sur le fait qu'ils ne sont pas tous égaux. Ils ont des spécificités. Il me semble qu'il y en a certains qui sont de l'ordre de la condition de production, donc être en immersion, expérimenter, explorer. Il y a des choses que j'appelle un peu les lignes de base, qui sont l'évaluation, la réflexivité. Donc là, on évalue la méthode. Là, on s'évalue soi-même en train de travailler. Et puis, il y a tout ce travail autour des hypothèses, voilà, sur lequel je suis en train d'essayer de clarifier avec des exemples, donc différents types d'hypothèses finalement qui correspondent à des modes opératoires différents. Mais donc ça, c'est pour ouvrir sur une réflexion plutôt en cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour les remarques. Peut-être on peut garder ce tableau. Enfin bon, Oui. Peut-être on y reviendra éventuellement. Merci Non, beaucoup. je peux le remettre. Mais non, mais comme ça on est tous ensemble. On va dire, on est tous ensemble, pardon. Merci beaucoup, Bénédicte. Plusieurs questions. Alors, une question de Paul Martin Barbet qui pose. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je remonte le son. Je vais remonter mon son. Ouais. Voilà. Vous m'entendez bien? Bénédicte, c'est bon? Donc, quels sont les leviers d'action qui permettraient d'intégrer ces modes opératoires dans les écoles? Et puis, je poserai la deuxième question après. D'accord. Dans les écoles. Mais, alors évidemment, ça dépend. Bon, je vais remettre mon tableau, peut-être. J'improvise, hein. Je me le remets sous les yeux. Donc, j'imagine, quand vous dites les modes opératoires, donc c'est bien la question sur. On va mettre plutôt ce tableau-là. Donc, je pense qu'il y en a certains, on voit tout de suite qu'il n'y a pas trop de difficultés à les intégrer dans les écoles. La production d'hypothèses, on en fait tous en atelier. Évidemment, se situer par rapport à une théorisation, je pense que c'est le rôle des enseignants aussi, de situer les étudiants pour dire, là, tu es en train de développer telle approche, par exemple, telle doctrine. La description, je pense que beaucoup d'ateliers en font énormément. Peut-être, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est l'immersion dans le terrain. Et alors l'action, l'expérimentation. Et c'est vrai que je dois dire, pour moi, ça pose question. Je pense qu'il y a, évidemment, on a beaucoup de collègues, on en a entendu d'ailleurs
au séminaire en 2016, on a entendu des démarches assez passionnantes, assez impressionnantes aussi d'ateliers d'étudiants qui, avec leurs enseignants, sont réellement en train d'expérimenter, de transformer le terrain, d'agir et de laisser quelque chose derrière. Donc vraiment cette approche engagée de la recherche-action. Voilà. Donc ça veut dire, c'est possible. Je mettrais peut-être quand même un questionnement de ma part, au sens où ce qui caractérise quand même l'école, c'est qu'on est en formation et donc qu'on a droit à l'erreur. On a droit à rater un projet, on a le droit à rater un semestre et à recommencer. Ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, le terrain, est-ce qu'on a le droit, enfin, je pousse un peu, hein, mais quand même, est-ce qu'on a le droit de prendre des risques finalement, puisque un projet peut très bien ne pas aboutir et qu'on l'admet tout à fait dans le contexte de la pédagogie. Est-ce qu'on a le droit de transformer complètement un terrain avec peut-être des résultats qui seraient considérés comme néfastes? On peut avoir des démarches comment dire, toute immersion d'un concepteur dans un terrain n'est pas nécessairement forcément une valeur positive. Certainement pour l'étudiant, je crois, a priori, sauf si, je ne sais pas, moi, il tombe dans l'eau et il lui arrive un truc, mais c'est forcément formateur. Est-ce que toute immersion de concepteur dans le terrain est forcément, est toujours favorable? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, je ne sais pas, on va cliver un conflit? Est-ce qu'on ne va pas, je ne sais pas, parfois monter des habitants contre la mairie? Est-ce que, enfin, voilà, il faut admettre qu'on a du coup, hein, on a une action, donc on a un effet sur le terrain. Je trouve que ça peut poser question quand même dans le cadre d'un contexte pédagogique où, à l'inverse, on doit avoir droit à l'erreur tout à fait par définition, en fait. C'est ça qui est formateur. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense qu'il y a pour certains modes opératoires, du coup, c'est tout à fait inscrit dans les écoles. Pour d'autres, c'est faisable avec, je pense, beaucoup de prudence et de questionnement quand même sur les effets qu'on induit sur ce terrain, justement. Ben justement, en fait, par rapport à ça, moi, la question portait plus sur l'aspect pédagogique. Et donc, en fait, comment on peut considérer certains modes opératoires, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les écoles qu'il y a certains modes opératoires que vous avez présentés qui ne sont pas du tout intégrés dans la manière de valoriser un travail. Dans certains ateliers, je ne cite pas, etc. Et donc, c'est de se dire mais qu'est-ce qui pourrait permettre de les intégrer et aussi de les faire valoriser en fait, dans le travail. Alors, du coup, j'ai un peu de mal à vous répondre parce que je ne vois pas quel mode opératoire, en fait, serait pour vous difficile ou sur lequel pose votre question. Par exemple, je vais prendre, je suis un étudiant qui est en parcours recherche et justement, dans le cadre de mon travail, j'ai une visée de projet donc, où ça sert en fait à produire à la fois de la connaissance, mais aussi à pouvoir agir et créer un outil à la fin de ce travail. Et c'est vrai que la question de faire de la recherche pour aboutir à quelque chose qui se construit dans l'action, c'est quelque chose qui est assez dur à mettre en œuvre parce que la manière dont pour l'instant, dont les choses sont en fait, je ne sais pas comment le dire, sont corrigées, entre guillemets, ou sont structurées, ben en fait, c'est assez nouveau et donc il y a pas mal de forçage. À des moments donnés, on est obligé de passer outre certains freins. Et donc, c'était justement ma question portée sur ça. D'accord, donc c'est vraiment comment articuler les deux. Et je pense, je ne sais pas, mais à vous entendre, j'ai l'impression que ce serait utile de clarifier en fait les différentes visées. Hein, comme dans la recherche-action, il y a plusieurs visées. Rendons-les explicites. Et puis, construisons une méthode pour arriver à chacune de ces visées.
Et dans cette méthode, du coup, il y aura certainement des moments communs, des modes opératoires communs, des actions communes. Et je pense que si vous arrivez à construire, en fait, peut-être un peu ce que moi je fais avec mes petites flèches, par quoi vous passez pour aboutir à un objet ou à un autre, on verra qu'il y a ces passages communs par certains modes opératoires et qui du coup ont du sens pour les deux visées. Mais bon, je pense pas que je puisse vous répondre plus précisément sans rentrer dans le détail. On va continuer. Comment évaluer la qualité d'une recherche dans une posture sensible dans l'immersion? Quels peuvent être les critères par rapport à cette dimension sensible? Qu'est-ce que je ne sais pas s'il y a des critères pour. Ce serait quel est. Je réfléchis tout haut. Hein, ce serait quelle est une bonne dimension sensible? Comment évaluer la dimension sensible d'une approche? Je pense qu'il faut. C'est pas évident parce que évidemment la sensibilité, on est dans le subjectif, donc est-ce qu'on veut objectiver ce subjectif? Est-ce qu'on veut, enfin, pour mettre des critères, c'est quelque part arriver à objectiver. Donc est-ce qu'on veut objectiver ce sensible? Personnellement, je sais pas trop comment travailler avec cette dimension. Il faut l'intégrer dans un cadre. Est-ce que c'est un mode d'analyse et du coup, si c'est un mode d'analyse, il y a une sorte de grille qu'on va se construire. Qu'est-ce que j'appelle sensible? Comment je le regarde? Et ça peut être un résultat de recherche intéressant en termes de méthode. C'est-à-dire comment j'évalue, comment je construis en fait cette approche sensible, quels critères je me donne, qu'est-ce que je vais regarder. Donc, je pense que d'arriver à expliciter déjà ce qu'on va appeler l'approche sensible, c'est un résultat de recherche intéressant qui peut se nourrir de terrain, d'une pratique, et qui peut ensuite servir à d'autres, être proposé comme résultat de recherche, sur lequel d'autres peuvent travailler, peuvent continuer à l'élaborer. Je pense que je l'aborderai comme ça. Alors, question, presque triple question de Jérémy Joubert. Vous mentionnez le terme d'enquête au sens de Dewey. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Première question. À quel moment dans un projet, constructif par exemple, est-on dans l'enquête? Et troisième partie de la question, troisième question. Serait-ce dès qu'on est confronté à un problème et qu'on documente sa recherche de manière réflexive, honnête, régulière, ou bien faut-il des éléments de méthode supplémentaires? Alors, j'ai mentionné l'enquête. J'avais justement pas énormément développé cet aspect-là. En fait, mais l'enquête est quand même, je ne l'ai pas développée en fait, mais c'est aussi une démarche scientifique qui est particulièrement utile pour construire ces parallèles parce que il y a quelque chose dans le projet autour de la construction de scénarios en particulier qui nécessite de passer par le parallèle avec l'enquête, notamment l'enquête scientifique. En fait, Vigano le fait dans son livre. Elle explicite ce qu'elle appelle scénario en décrivant le travail du détective, de Sherlock Holmes par exemple, qui a une série d'indices et qui va proposer en fait un scénario, une hypothèse explicative qui permet de rendre compte de tous les indices. Donc c'est ce qu'on appelle du coup le côté plausible. Donc l'enquête est intéressante parce que c'est une méthode scientifique, reconnue scientifique, qui produit des résultats puisqu'elle arrive par élimination au résultat de la recherche qui est de découvrir qui est le coupable, mais qui ne fonctionne pas par
enfin, de la même manière que la science déductive ou la démarche plus classique que j'ai montrée. L'enquête va faire des tests à certains endroits et vérifier, vérifier uniquement la plausibilité. Et du coup, c'est important parce que dans les scénarios de projet qu'on construit, on ne peut jamais vérifier. Enfin, c'est toute la difficulté d'avoir le scénario comme étant un outil de production de connaissances. C'est un peu le débat de base qu'on peut lui reprocher, c'est que évidemment un scénario, c'est pas de la production de connaissances puisque c'est tourné vers le futur et qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier. Donc, débat là-dessus. Mais c'est en passant par cette démarche scientifique-là et cette construction, ce type de construction de scénario qui est, on va proposer ce qui est le plus plausible, qui va découler de l'hypothèse dans le scénario de projet. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'enquête. Et en particulier donc de John Dewey comme référence. Alors, du coup, la deuxième question, le projet, pardon, j'ai mal noté, le projet constructif, à quel moment le projet constructif utilise l'enquête? C'était ça, hein? À quel moment dans un projet constructif, par exemple, est-on dans l'enquête? Ben donc, ce que je viens d'expliquer, c'est que dans la démarche de projet, on a besoin de ce parallèle avec l'enquête à partir du moment où on projette en fait un scénario de transformation et comment ça serait peut-être mieux si je prenais un exemple et voilà, et on en déduit ce qui doit être plausible. Mais je suis pas sûre qu'on utilise l'enquête du coup dans le même sens que la personne qui a posé la question. Oui, il y a l'enquête au sens général, en fait, où on va, je ne sais pas, moi, se poser des questions, donc ce que moi j'appelle formuler une hypothèse, et puis aller sur le terrain. Donc oui, comme il dit, dès qu'on est confronté à un problème, et ça passe par un petit peu de l'exploration, de la description, de l'expérimentation. Tout ça fait partie de l'enquête, en fait. L'accumulation de matériaux qui peut aller dans le sens d'un scénario qui soit explicatif ou qui soit en fait déduit d'une hypothèse. C'est moins. J'ai pas eu le temps de développer ça, cet aspect-là en fait. Alors, de Ivan Plusquois, lors de l'immersion, outre l'intérêt de la mise à l'épreuve et la rencontre du territoire, dans toute sa richesse et sa complexité, il y a une part cruciale dans la capacité à le resituer, à le représenter, à l'évaluer. Quelle place prend cette étape dans la recherche et dans quelle mesure n'est-elle pas déjà un projet ? Donc oui, certainement, hein, je trouve ça très bien formulé. L'immersion comme mise à l'épreuve, rencontre avec le réel, etc. Donc dans la recherche, cette immersion, comment est-ce qu'on le resitue? Dans quelle mesure ne fait-elle pas déjà projet? Voilà. Ça, oui. Mais juste avant, il y a une part cruciale dans la capacité à le resituer, à le représenter et à l'évaluer, en parlant du territoire. Dans la recherche, c'est quoi? Dans cette étape de situer, représenter, évaluer dans la recherche, et dans quelle mesure cette étape ne fait-elle déjà pas projet? Oui, ça me semble assez clair. Enfin, dans la recherche aussi, du coup, ce terrain, enfin, c'est un petit peu, par exemple, la démarche que je décrivais de Bruno Latour. Il y a cette immersion et puis il y a tout ce travail qu'on fait à partir de là et où il y a des questions de représentation, hein, finalement, de mettre tous ces petits échantillons de terre dans un grand carré, dans des petits carrés. C'est une manière de représenter, de resituer et de permettre du coup d'évaluer des choses qui viennent du terrain. Et oui, évidemment, c'est déjà du projet, enfin, au sens où
c'est un peu la même... c'est ce que Corboz avait déjà dit avec la description qui est entre lecture et écriture. Et je pense que c'est assez acquis, en effet, depuis ce texte et cette approche de Corboz, que dès lors qu'on est en train de lire, donc de se situer ou d'être en immersion dans un terrain, de le décrire, forcément, on ne peut pas dire qu'on a forcément une idée derrière la tête, et donc il y a une orientation, il y a un projet dans ce sens-là. Toute lecture est orientée. Je pense qu'on est loin de cette idée de l'analyse neutre, où on ferait à chaque fois les mêmes calques, et qui pourraient s'appliquer à chaque fois à tous les terrains, et même qui à la limite pourraient être faits par d'autres personnes qui nous feraient le calque sociologie, le calque, je sais pas, acteur politique, le calque pédologie. Voilà, on est loin de ça aujourd'hui. Je pense qu'on est tout à fait conscient en recherche, évidemment, que tout ce qu'on va chercher sur le terrain en termes de description et par l'immersion est orienté par ce que moi j'appelle l'hypothèse, qui elle-même vient d'une problématique. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a projet, effectivement, dès l'immersion. Toute description est déjà une forme d'écriture, en fait, d'une question. Est-ce que la méthode objectale de Pierre Sansot pourrait s'inscrire dans cette catégorie de recherche-action? Alors là, je vais devoir avouer que je n'ai pas lu la méthode objectale de Pierre Sansot. Il y a les travaux de Findeli, j'ai oublié, qui s'inscrivent, qui sont assez un peu, je dirais, à la charnière entre les deux approches de la recherche-action que j'ai montrées, où lui, il appelle ça recherche-projet, et c'est Alain Findeli. Et voilà, c'est un peu à l'articulation avec, il dit lui-même, une moindre exigence en termes d'engagement, de transformation et d'empowerment des personnes concernées. Mais donc ça, c'est un travail qui me semble assez proche. Par contre, non, pardon, Pierre Sansot, je ne pourrais pas répondre. Bon, une prochaine rencontre. Prochaine lecture. Alors, une question de Bertrand Defay. J'espère que je prononce bien le nom. Il me semble que vous n'avez pas insisté sur le fait que la recherche-action, selon Kurt Lewin, s'appuie aussi sur le rôle des praticiens, praticiennes, comme des chercheurs eux-mêmes. L'empowerment, s'il est réciproque, ne suppose-t-il pas que l'évaluation du projet se fasse collectivement par les praticiennes et les chercheurs? Oui, ça me semble très juste. Je n'ai pas insisté sur ça, donc effectivement, c'est une référence importante. Donc, le rôle du praticien comme chercheur lui-même. Donc, est-ce qu'on est dans la situation où qu'ici, typiquement, on a quelqu'un qui est à la fois praticienne, qui participe au projet qui participe à la construction du projet urbain, et qui est chercheur elle-même. Et donc, oui, je pense que ces rôles sont effectivement peuvent être liés, peuvent être une même personne ou pas. Comme dans d'autres ici des démarches, en fait, c'est plutôt deux groupes. Et évidemment, je pense qu'il y a certainement des dispositifs d'évaluation commune du projet, par des formes de débriefing, des choses comme ça. Mais disons, dans cette approche-là, on pourrait dire que, j'en ai déjà parlé avec la Saprofit d'ailleurs, c'est la question de la montée en généralité. Donc, ce qui pourrait faire production de connaissances un peu plus généralisables, qu'on pourrait inscrire du coup dans des champs théoriques, c'est plutôt cet aspect-là qui nous dit on n'a pas le temps de le développer, en fait, on ne le fait pas. Donc cette partie-là de l'évaluation au sens, on va dire, scientifique, s'il se faisait, je suis tout à fait d'accord du coup avec l'intervenant que ça n'aurait aucun sens de le faire sans les habitants, par exemple, dans ce cas-ci.
les usagers ou le terrain. Donc, chercheurs d'eux-mêmes. Alors, question de Mathias Cambrelin. Comment l'intégration des démarches de recherche dans les projets d'architecture, participe au repositionnement des équipes de maîtres d'œuvre en termes d'organisation, peut-être de situation géographique des acteurs, en termes de processus de conception? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, voyez-vous des freins culturels ou réglementaires au développement de ces démarches? Alors, désolée, peut-être je fatigue ou ça va un peu vite, mais donc la démarche de recherche intégrée dans le projet d'architecture. Ouais. Participe-t-elle au repositionnement des équipes de maîtrise d'œuvre, à une manière de faire différemment, de penser le projet différemment, peut-être de se situer géographiquement? Oui. Il doit sûrement avoir des cas en tête. Dans la question, il y avait aussi cette logique, voilà, vous m'entendez? Oui, je ne vous vois pas. Développer de nouvelles organisations de conception de projet sous forme de collectif, peut-être sous forme d'autres modes d'organisation de conception du côté des équipes de maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez dans votre pratique de recherche et d'enseignement aussi à Lille, des freins culturels et réglementaires dans les appels à projets sur voilà, la valorisation de ces nouvelles démarches? Ou des freins ou des moteurs. Oui, des freins ou des moteurs, oui, bien sûr. Ça m'a l'air assez plausible ce que vous proposez là, mais je cherche des exemples. C'est sûr qu'on pourrait inscrire en fait tout simplement, effectivement, comme vous disiez, je pense, le travail de plus en plus en collectif pour associer différentes compétences et aussi par rapport, je pense quand même à des démarches de projet qui ont une autre forme de rémunération, des autres types de contrats. Donc il y a forcément, je crois, un repositionnement du professionnel nécessaire. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des freins culturels? Je pense quand même qu'il y a une évolution, mais c'est pas ce que j'ai étudié en priorité, mais c'est plus intuitif et par rapport à des travaux d'autres personnes autour de moi, mais il y a quand même une évolution, je crois, culturelle vers des autres formes de projets. Enfin, je pense à l'urbanisme transitoire, temporaire, éphémère. Enfin, il y a, même s'il y a il faudrait faire un peu le même type de travail de clarification de ce foisonnement de pratiques et de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais quand même, je crois que ça montre que culturellement, oui, il y a quand même, je crois, quelque chose qui bouge sur les relations, en fait, à l'objet, à la conception, dans la société, un peu en général. Pour les freins, j'ai sûrement des collègues, tous ceux qui ont une agence doivent avoir plein d'exemples en tête. Peut-être des freins sémantiques ou syntaxiques. Justement, ça ouvre quand même à des questions sur les métiers de l'architecture et de l'exercice architectural, notamment pour les étudiants qui sortent aujourd'hui de l'école, leur manière de s'assembler, effectivement d'assembler aussi des compétences qui ne sont pas forcément homogènes, mais au contraire hétérogènes. Mais en tout cas, quand même, je crois qu'il faut le dire, dans le domaine de l'urbanisme et en particulier en France, il y a, enfin bon là on a enregistré, mais il y a quand même tellement de formation à l'urbanisme et donc d'urbanistes qui en fait n'ont pas l'approche spatiale que justement dans le domaine du projet urbain, je crois que les architectes peuvent se positionner avec une vraie spécificité. Enfin, c'est sûr que c'est des démarches qui se font à plusieurs. On est dans le pluridisciplinaire.
on est toute une série d'acteurs autour de la table, dans le cas du projet urbain, avec de la socio, de l'économie, Sciences Po, etc. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qu'il n'y a que nous qui pouvons faire, c'est dire ce que ça peut donner spatialement, quoi. Et tout le monde nous attend là-dessus. Donc, je crois que c'est quand même important que voilà, cette spécificité, elle n'est pas si... enfin, autant, je disais, il y a pléthore d'urbanisme transitoire et toutes ces nouvelles pratiques, autant je crois il reste une sorte de cœur de métier de prendre le crayon à un moment autour de la table, il n'y aura que l'architecte qui va le faire et qui va dire bon, bah, concrètement ça peut s'organiser comme ça ou comme ça ou comme ça, et ce que toi tu es en train de dire ça se formalise de cette manière, et donc je sais pas, vous avez peut-être aussi on a des formations collectives où il y a des architectes avec des autres, donc des masters d'urbanisme qu'on fait après, où on voit les étudiants en groupe avec différentes disciplines. Et il y a toujours un moment où celui qui prend le crayon, c'est forcément celui qui a fait archi ou paysage. Hein. Le concepteur, pour moi, c'est architecte paysagiste. Donc ça, je pense que c'est important quand même de bien le redire aux étudiants qu'ils ont là une ligne absolument nécessaire et qu'il faut vraiment, c'est vraiment une compétence qu'il n'y a pas, quoi. Sinon, s'il n'y a pas eux, il n'y a pas cette compétence. Merci à tous. Merci beaucoup, Bénédicte, pour la présentation, mais aussi pour avoir répondu à toutes ces questions. Et on voit qu'elles sont nombreuses et complexes et qu'on aurait pu continuer encore. Donc, vous voyez, promesse tenue par rapport à ce qui a été annoncé au départ. Et puis, je voulais saluer aussi Wilfried de Aubert, CAU-Var, qui nous soutient aussi dans ces rencontres. Donc, voilà, l'action, elle est aussi dans les territoires. Et c'est vrai, peut-être que ce qu'on pourrait rajouter, c'est tu parlais d'immersion. Voilà, ça renvoie à cette notion aussi de territoire qui reviennent peut-être encore plus fort dans le projet, à la différence du projet moderne. Enfin, pas de la même manière en tout cas. Et voilà. Et nous, dans l'atelier, ces rencontres avec les territoires, c'est aussi une part d'émotion. C'est assez fort, en fait, de sortir et d'aller à ces rencontres-là. Et le terme d'immersion, je suis contente aussi que tu l'utilises par rapport au terme hors les murs. Voilà, c'est pas la même chose. Nous avons de belles définitions de l'immersion. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. 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 À bientôt. Merci, à bientôt.